Bon mardi matin tout le monde, mon nom est Nicolas Ponton, je suis directeur national des ventes chez TI. Je vous souhaite la bienvenue au premier webinaire de l'année 2026. J'espère que vous avez un bon café chaud devant vous en ce matin très québécois et canadien du mois de janvier. On a un bel hiver cette année, donc c'est le fun de pouvoir être au chaud à regarder un bon webinaire technique. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Le thème aujourd'hui de notre webinaire avec notre partenaire principal en réseautique et cybersécurité, Cisco, s'intitule La sécurité commence avant le pare-feu. Donc, on va parler de segmentation, de visibilité et de protection native dans la couche réseau avant d'arriver au pare-feu. Je suis accompagné de mon collègue Émile Desrosiers, qui est architecte en prévente technique chez ITI. Je vous invite à rester tout le long du webinaire. On va lancer des invitations vers la fin pour des ateliers techniques en présentiel pour ceux et celles d'entre vous qui voudraient en apprendre un peu plus sur les thèmes qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est des ateliers techniques qui vont avoir lieu à Laval et à Québec. Donc, on couvre l'ensemble de la province. Donc, sur ce, je passe la parole à Sébastien Mignaco de notre partenaire Cisco pour vous présenter l'agenda de la journée. Merci Nicolas. En fait, merci à tout le monde de se joindre. Aujourd'hui, on a une session assez intensive, là. Donc, je suis avec mes collègues aujourd'hui, Faisal Bayoun, Jean-Philippe Desbiens, Maxime Picard. Donc, on va avoir l'occasion d'aborder un sujet qui est quand même d'actualité pour tout le monde. Donc, l'agenda de la journée, c'est qu'on va passer à travers l'historique de pourquoi on doit considérer la sécurité différemment. Ensuite, on va vous présenter l'approche que Cisco offre. Donc, rien de nouveau au niveau de l'approche. C'est une approche qui existe quand même depuis plusieurs années. Par contre, le marché a quand même atteint la maturité aujourd'hui pour pouvoir considérer de pivoter vers cette approche-là. Différents cas d'usage que mes collègues Émile et Maxime vont vous partager tout au long de la présentation. Puis avant toute chose, mais en fait, je veux juste m'assurer que vous puissiez poser vos questions. L'objectif d'une session comme celle-là aujourd'hui, c'est simplement de s'assurer qu'on démystifie pour vous certains concepts technologiques. Donc, on veut que ça soit clair. On veut que vous puissiez poser vos questions, puis ultimement que ça amène à une réflexion de votre côté, puis qu'on puisse engager par la suite avec vous pour poursuivre cette discussion-là. Donc, Faisal, prochaine slide. C'est chargé, donc j'espère que vous avez, comme Nicolas a mentionné, j'espère que vous avez pris votre café parce qu'il y a beaucoup de contenu à parcourir aujourd'hui. Donc, on tombe tout de suite dans le vif du sujet. L'approche traditionnelle, ce qu'on a vu chez les clients depuis plusieurs années, c'est ce concept-là. C'est le concept de prendre tout le trafic usagé, de le faire remonter vers les pare-feux pour pouvoir faire des règles de segmentation, pour être capable d'amener de la visibilité d'un point de vue cybersécurité. Donc, cette approche-là, on l'a vu largement. Par contre, ça a ses limites, là. Je ne les évoquerai pas tous, mais il y en a une qui est vraiment importante selon moi. C'est la segmentation basée sur des plans d'adressage IP ou des VLAN. C'est un concept qui est là depuis plusieurs années. Donc, on a simplement remonté cette segmentation-là au niveau des pare-feux, puis ça a atteint ses limites. Aujourd'hui, vous voyez la croissance du trafic dans vos environnements, ne serait-ce que la capacité du sans-fil qui a évolué, toute l'intelligence artificielle, oui, l'intelligence artificielle, là, je vais en parler, mais essentiellement, vous allez voir une croissance astronomique de trafic dans les prochaines années générée au niveau des agents qui seront autonomes dans vos environnements. Bref, la segmentation comme on le faisait par le passé, c'est plus adapté aux besoins d'aujourd'hui, ça limite énormément. Donc, l'objectif, c'est simplement pivoter, faire une approche que Cisco a introduit quand même, vu là, plusieurs années, près d'une dizaine d'années, ce qu'on appelle SD Access. Faisal, si tu passes à la prochaine diapositive, le concept de SD Access, en fait, c'est le perfect storm présentement. Je pense que depuis les dernières années, les clients ont modernisé leurs infrastructures, ont mis en jour leurs commutateurs qui peuvent maintenant répondre à cette nouvelle approche-là qui permet de faire de la segmentation le plus près possible de la source, donc le plus près possible de l'usager. Donc, Faisal et Jean-Philippe vont pouvoir couvrir ce matériel-là aujourd'hui. Encore une fois, s'il vous plaît, posez des questions. Il y a des gens qui sont sur le panel pour pouvoir répondre. Puis, en fait, Faisal, je te laisse poursuivre.
Parfait. Merci beaucoup, Sébastien. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de notre fabrique SD Access qu'on a introduit dans le marché depuis 2017 et dans laquelle on a plusieurs clients qui ont déjà entamé cette transformation au niveau de leur infrastructure réseau. En gros, à quoi consiste la fabrique SD Access? C'est vraiment de mettre en place une infrastructure qui est de plus en plus cohérente, qui est simple et surtout évolutive avec les besoins croissants d'accès aux filaires et sans fil qu'on voit chez nos clients. Adresser un petit peu l'arrivée des réseaux OT au niveau de vos infrastructures pour connecter tout ce qui n'était pas connecté dans le passé et faire en sorte qu'on a quand même une simplification au niveau de la gestion, qui est quand même un point important dans cette infrastructure. En gros, ce que vous voyez ici à droite, c'est un schéma très haut niveau pour montrer les composantes avec les différentes couches de réseau sur lesquelles les clients vont se connecter. Et on a besoin de deux plateformes. La première qui s'appelle Cisco Catalyst Center, anciennement connu sous le nom de DNA Center pour certains d'entre vous qui sont déjà familiers avec cette technologie. Et cette plateforme-là peut être en mode physique ou virtuel déployée dans votre environnement, ainsi qu'une console pour la gestion des identités qui s'appelle Cisco ICE Identity Services Engine. Je suis pas mal quand même confiant qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont déjà investi dans des technologies Cisco, que ce soit les commutateurs ou les points d'accès de la gamme Catalyst, ou qui ont déjà commencé à utiliser nos consoles de gestion, parce qu'on a quand même plusieurs clients dans la région qui sont déjà là-dessus depuis plusieurs années et ils voient l'avantage pour la gestion quotidienne de leur réseau. Donc, dans ce concept de cette fabrique-là, je vais vous expliquer un peu les avantages que cette technologie va vous offrir si jamais vous l'adoptez dans vos environnements. Le premier avantage sur lequel on va travailler là-dessus, c'est vraiment la simplification du réseau. Donc, si on regarde historiquement un réseau traditionnel, comme vous le voyez ici, c'est constitué actuellement, c'est trois couches. On a la couche dorsale avec les pare-feux, on a la couche de distribution, dépendamment de la taille des réseaux, et la couche d'accès sur laquelle on peut brancher nos équipements, nos imprimantes, nos points d'accès et les appareils des usagers sur le réseau filaire. Donc, ces trois couches-là sont définies depuis très longtemps, ont été définies avec euh, des configurations et de différents protocoles pour supporter l'évolution du réseau. Parfois, c'est des protocoles de redondance, de résilience, de faire, de faire prévenir les boucles au niveau de votre réseau et tout. Donc, on voit quand même une tendance aussi qui a été mise en place depuis plusieurs années de dire prenons l'accès, mettons-le en niveau 2, puis faisons toute l'intelligence dans le cœur du réseau. Et là, ça fait quand même des points de contention ou potentiellement des goulots d'étranglement, dépendamment de type de trafic que vous avez dans les environnements. Mais en plus de ça, vous allez voir quand même, il y a plusieurs protocoles qui ont été introduits dans le marché à travers les standards IEEE pour adresser certaines limitations de ce genre de déploiement-là basé sur du niveau 2 à l'accès et du niveau 3 dans le cœur du réseau. Comme vous voyez ici, je ne peux pas les nommer toutes, non, vous avez quand même plusieurs exemples intéressants que pas mal d'entre vous ont peut-être déjà commencé à déployer ou utiliser pour remédier à certaines limitations au niveau de ce type de déploiement. Donc, l'autre réalité sur laquelle on mise beaucoup, c'est que chaque équipement réseau peut avoir une configuration différente ou divergente de l'équipement qui est juste à côté. Ce genre de méthodologie-là fait en sorte qu'on tombe dans une situation où je peux avoir plusieurs appareils, pas mal dans le même, dans un environnement campus, qui ont des configurations disparates. Et le déplacement des usagers d'un équipement à l'autre fait en sorte qu'il faut qu'on respecte ou on reproduise la sécurité basée sur leurs besoins en termes de mobilité, que ce soit en filaire ou en sans fil. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire avec la fabrique SD Access? Un des avantages, c'est qu'on va revenir simplifier considérablement le réseau que vous avez en place aujourd'hui. Première chose qu'on va faire, c'est de passer d'un réseau qui était avec du niveau 2 à l'accès, avec du niveau 3 dans le cœur, à un réseau qui est complètement en niveau 3 sur les trois couches d'organisation au niveau du campus et éliminant ainsi le besoin d'avoir du niveau 2 nécessairement dans votre réseau. Et ça s'applique autant pour le réseau filaire que le réseau sans fil de votre environnement. Donc, Faisal, ça veut dire Oui. qu'on va pouvoir se débarrasser enfin de Spanning Tree. Exactement. Si dans cette optique-là, chaque équipement niveau 3 dans le réseau serait en mesure de prendre des décisions aussitôt qu'il reçoit le trafic de l'usager sur lequel il est connecté. Et à partir de ce moment-là, on peut router vers la bonne destination et avoir une résilience native parce que le niveau 3, ça veut dire qu'on fait du routage intelligent pour aller sur différentes destinations si jamais on voit qu'il y a des pannes au niveau d'un circuit ou un équipement qui est dans la fabrique au complet. Donc,
Au lieu de passer avec la panoplie de la soupe de protocoles qu'on a vu tantôt, la fabrique SD Access utilise en réalité 3 protocoles qui sont ASIS, VXLAN et LISP pour établir autant les protocoles de routage, les protocoles de plan de données, le data plane, et le plan de contrôle, le control plane, à travers ces 3 types de protocoles. Donc, on vient simplifier énormément la configuration aussi au niveau des appareils parce qu'au lieu de passer avec des configurations distinctes par équipement, on va normaliser et rationaliser l'ensemble des configurations à travers les différentes couches que vous avez ici. On leur donne un nom différent, Border, Intermediate, Control, Edge, mais c'est juste une terminologie différente, mais ça représente quand même les 3 couches que vous connaissez déjà au niveau de votre infrastructure. On va passer au deuxième avantage, qui est quand même un avantage intéressant au niveau de la sécurité, donc dans lequel, quand on regarde les clients qui se connectent sur le réseau filaire ou sans fil, aujourd'hui, dans la réalité, c'est que pour chacun de ces environnements-là, on définit les politiques d'accès de façon distincte, de façon différente. Si on regarde, par exemple, du côté filaire, on a toujours adopter la possibilité de mettre des règles d'accès, des ACL, directement au niveau des commutateurs ou, dans certains cas, ramener ça vers des pare-feux centrales qui commencent à devenir un peu plus taxants sur la plateforme. On fait la même chose du côté sans fil quand on met des contrôleurs Wi-Fi qui sont là pour gérer les bornes d'accès déployées. Puis c'est naturellement, dans plusieurs cas, on a vu des clients utiliser ces contrôleurs pour mettre aussi les règles d'accès et les politiques de sécurité. Donc là, on tombe dans une situation où on a des politiques définies à plusieurs endroits. Ça peut être l'accès, ça peut être le contrôleur sans fil, ça peut être le pare-feu, et tout ça peut amener beaucoup de différences au niveau de la gestion de sécurité dans les environnements. Comment SD Access est capable d'adresser ça aujourd'hui? Ben, une des composantes principales sur laquelle on va parler aujourd'hui, c'est la composante ICE, Identity Service Engine. C'est une console de gestion des identités et de l'application des politiques qui fait une partie intégrale des déploiements réseau des clients, soit pour le réseau filaire, le réseau sans fil, ou même pour les connexions VPN, si jamais on veut faire comme autoriser et authentifier les clients qui se connectent à travers l'ensemble des environnements. Donc, cet outil ICE va servir autant pour les politiques de sécurité filaire que celles qui sont en sans fil. Dans cette optique-là, je vais juste inviter mon collègue Maxime pour vous parler d'un cas d'usage au niveau des universités dans lequel on a vu comment ce genre de solution peut aider à simplifier et mettre en place le concept de l'identité au niveau des usagers qui se connectent sur le réseau. Donc, premier scénario, les universités connectées. On s'entend que ce concept-là va s'appliquer aussi pour les collèges, va s'appliquer aussi pour les centres de services scolaires. C'est quoi les défis majeurs qui sont actuellement? C'est la sécurité qui est définie par les VLAN, les commutateurs, les pare-feux, le plan d'adressage IP. La configuration des ports est statique et vraiment statique. Donc, on configure le VLAN. Après ça, on veut le changer plusieurs mois plus tard. Ça nécessite une deuxième configuration statique. L'extension, donc il y a des services éducationnels qui nécessitent une extension niveau 2 à travers tout le campus. Tout ça fait en sorte que l'expérience utilisateur est vraiment variable en fonction que ce soit filaire ou sans fil. Et il y a aussi la difficulté de supporter le BYOD. OK? Prochaine slide. Donc, de quelle manière que la fabrique SD Access vient faciliter tout ça? Bien, elle vient amener le concept de mobilité qui est total pour tous les étudiants, les enseignants qui peuvent se déplacer partout à travers le campus. Un exemple de tout ça, c'est les élèves qui se connectent avec leur Chromebook. Ils vont obtenir la permission élève, peu importe où ils sont. Ensuite, le même élève se connecte sur un PC de laboratoire, va aussi obtenir la même permission qui est associée aux élèves. Un enseignant, de son côté, lui arrive de la maison avec sa tablette personnelle, va aussi recevoir la permission qui est assignée à un enseignant. Donc, c'est vraiment des permissions qui sont basées sur l'identité, peu importe qui se déplace, qu'il soit n'importe où à travers le campus, autant filaire que sans fil. Faisal, je te redonne. Parfait. Merci, Maxime. Ce qui est important de savoir avec ce que Maxime a dit, c'est que les identités qu'on définit, ce n'est pas un nouveau système de groupe que vous mettez en place. Il y a une possibilité d'arriver ça avec vos identités qui sont déjà définies dans vos bases de données d'utilisateurs comme Active Directory ou autres, parce que l'outil ICE est capable de s'intégrer nativement avec ces outils-là, aller importer l'ensemble des groupes qui sont là, puis utiliser ça comme un point de définition des identités élèves, étudiants, enseignants, ainsi de suite. Donc, il y a une façon très simple de mettre ceci en place avec l'infrastructure existante que vous avez déjà adoptée de ce côté-là. Donc,
cela nous amène aussi à parler un peu plus de la sécurité. Donc, c'est un peu le but de notre conversation aujourd'hui. Donc, on a trouvé comment identifier les clients avec un outil comme ICE. Puis maintenant, on va voir comment on va être capable de les autoriser basé sur ces droits d'accès-là. L'approche Zero Trust, c'est comme un genre d'une fondation au niveau de la sécurité qui serait appliquée sur différentes couches de l'infrastructure. On ne peut pas juste dire qu'on a un pare-feu puis on est sécurisé. Il y a plein de choses qu'on peut voir en intérieur de même d'un établissement dans lequel il faut aussi sécuriser le trafic est-ouest entre les différents bâtiments ou les différents campus que vous avez déjà en place. Donc, si on regarde qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avant de parler de SD Access, c'est que une des choses qui a été utilisée pour appliquer la sécurité, c'est de commencer à segmenter le réseau à travers des réseaux VRF ou MPLS. Ce qui fait que maintenant, on a besoin de cette partie-là pour commencer à isoler des groupes d'usagers à l'intérieur d'un même réseau en virtualisant les sous-réseaux et les segments avec ce genre de technologie. Par contre, cette approche-là entraîne un nombre élevé de VRF qu'on met en place et la gestion devient de plus en plus difficile dans un environnement qui est en croissance continue au niveau de l'accès. L'autre chose aussi, c'est que si on veut passer maintenant à identifier à l'intérieur même de ces segments-là une caméra par rapport à une sonde particulière, puis s'assurer que chacun de ces équipements-là a des droits d'accès différenciés, ce qu'on appelle la microsegmentation. On a de la difficulté à mettre ceci en place à grande échelle pour adresser ce genre de besoins et pour gérer justement ces politiques d'accès-là à travers des règles d'accès qui sont à ne pas finir dans ce type de scénario. Qu'est-ce qu'on vient faire avec SD Access? C'est qu'avec l'utilisation encore de la solution ICE, on va, en plus de segmenter ou identifier les clients dans les groupes, on va les authentifier et les autoriser sur le réseau. Donc, quand on parle d'utilisateurs comme les employés, les étudiants, les infirmières, peut-être dans les hôpitaux, on utilise des protocoles comme 802.x. Je suis sûr qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont déjà entamé des initiatives pour appliquer la sécurité et l'authentification des usagers dans les environnements. On peut faire la même chose aussi avec les objets connectés, des objets IoT ou OT, avec d'authentification par MAC adresse ou d'autres types d'authentification. Et tout ça peut aider maintenant à définir comment les usagers vont se connecter sur le réseau et c'est quoi les autorisations qu'on va leur donner par la suite. Donc, ICE va nous aider à mettre une identité ou une couleur, comme on voit dans cette slide ici, pour chacun des usagers qui se connectent et on va les mettre dans une segmentation à la VRF qui est automatisée par la fabrique. Ce qu'on appelle dans notre monde le réseau virtuel, le VN. Il n'est pas très loin de ce que vous connaissez d'un VRF aujourd'hui. Avec cette segmentation-là... Mais question pour toi, Faisal. Oui. Tu mentionnais 802.x, on a des objets connectés dans l'environnement, mais disons que j'ai des imprimantes ou disons que j'ai des objets que je ne peux pas pousser des certificats dessus. Comment est-ce que le système va détecter automatiquement ces objets-là puis assigner une identité? Très bonne question, Jean-Philippe. Donc, je dirais qu'il y a deux façons de le faire. Donc, naturellement, le même outil qui s'appelle ICE permet de connecter ces usagers basés sur la MAC adresse. Donc, on peut faire des politiques basées vraiment sur l'adresse MAC de cet appareil qui est connecté. Sinon, on a aussi une intelligence au niveau de l'analytique qu'on peut faire pour aller détecter des signatures spécifiques dans les appareils, ce qu'on appelle le profilage, qui va nous permettre de définir le type d'appareil qui est connecté basé sur d'autres métriques qu'on va voir circuler sur le réseau, comme une signature DHCP ou la requête DNS qu'ils vont faire pour se connecter sur le réseau, ainsi de suite. Donc, toute cette information va nous aider à mieux distinguer un appareil par rapport à l'autre et le placer automatiquement dans le bon réseau virtuel. Si on ne le connaît pas, il y a moyen de le mettre directement en quarantaine le temps qu'on fasse l'investigation avant de l'autoriser d'aller sur le réseau en question. Donc, en parlant de cette distribution, les codes couleurs, ça représente une division qu'on voit dans cet écran ici. On donne l'exemple encore dans l'éducation d'un étudiant qui est dans le groupe jaune, enseignant dans le groupe vert et ainsi de suite. Donc, cette distinction-là fait en sorte que, aussitôt qu'on les identifie, on sait à quel groupe ils appartiennent. On a fait l'autorisation à travers ICE. Là, ils vont être placés dans le bon réseau virtuel. Puis, de façon instinctive, on va isoler ces usagers les uns des autres à travers la fabrique SD Access. La fabrique ne permet pas les communications inter-VN, sauf si on la passe par un équipement qui permet de contrôler ces accès-là. Ça peut être le firewall dans ce cas-là, mais il y a déjà là une certaine division, une certaine segmentation qui a été permise à travers les groupes, comme on l'a dit, que vous avez dans votre base de données, qui ont été reflétés à travers cette distinction en mode Virtual Network ou VN dans le monde de Cisco.
C'est ce qu'on appelle la macro-segmentation dans le monde d'une fabrique SD Access. Il y a une sécurité qui est activée par défaut sans devenir aucune ACL, aucune politique de sécurité. Aussitôt qu'ils sont placés dans des groupes distants, ils sont isolés les uns des autres. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va aller une étape plus loin au niveau de la microsegmentation, dans laquelle on va commencer à assigner des politiques de sécurité basées sur l'identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde un exemple plus concret, on a un enseignant ici en bas de l'écran sur lequel on va appliquer un identifiant unique qu'on appelle le SGT, Secure Group Tag. Et cet SGT-là, ça va définir son identité et va donner les droits de connexion à différents appareils ou différentes autres entités qui sont au niveau de votre campus. Dans ce cas-là, on montre l'exemple d'un enseignant qui peut se connecter sur un système de formation, une unité vidéo pour faire partager son écran. Il peut même se connecter sur l'équipement d'un autre étudiant, mais il ne peut peut-être pas accéder au serveur de ressources humaines. Il peut quand même accéder au serveur de fichiers. Donc, ces droits d'accès-là, on peut les définir à l'intérieur d'un même réseau virtuel, tout en s'assurant qu'on peut le faire dans les deux sens. Et ça va venir sous forme d'une matrice qui est vraiment intelligente dans notre solution pour vous donner la possibilité de le définir ou de le changer instantanément à travers une console graphique pour faire ce genre de modification. Donc, même l'aspect de contrôler l'accès qui naturellement va engendrer une ACL peut se faire aussi de façon graphique, visuelle, à travers des tables qui sont très faciles à naviguer dans la solution en question. Mais Faisal, une question pour toi. Les SGT, tu dis que ça permet de contrôler l'accès à l'intérieur d'un même VN, mais les SGT, c'est Cisco qui a créé ça. Est-ce que ça peut être interprété par d'autres systèmes plus loin dans le réseau? Absolument. En fait, c'est sûr que Cisco œuvre dans ce monde-là depuis très longtemps. On parle de à peu près 2008 dans lequel on a introduit ces concepts-là au niveau de la solution. On a utilisé ça pour faire ce qu'on appelle du TrustSec, qui est comme une pratique qui existe avec plusieurs de nos clients qui l'ont déployé. Mais on a vu au fil du temps, avec l'introduction du contrôle d'accès et l'évolution des besoins avec les appareils OT, c'est que ça prend des outils d'automatisation pour déployer ce genre de SGT. Donc, on peut le faire sur des équipements Cisco, mais il y a plusieurs manufacturiers autres que Cisco qui supportent ce protocole-là à l'intérieur de leur solution et permettent une intégration pour transposer cet SGT au sein des réseaux qui sont déjà en place. Donc, ce n'est pas juste Cisco qui le supporte, on a quand même une possibilité de mettre ceci en place avec nos équipements et nos consoles de gestion et d'identité, mais il y a quand même un support à travers le marché parce que c'est rendu quand même un standard. Excellent. Donc, je vais passer la parole à Maxime pour nous parler d'un deuxième cas de l'université avec l'avenue du OT, les objets connectés, et comment on a utilisé SD Access dans ce cadre-là pour aider certains clients à transiger vers une fabrique qui est plus intelligente. Merci Faisal. Le deuxième scénario de l'université connectée pour tout ce qui est loté. Généralement, les universités ont un département qui s'appelle le service des immeubles qui ont la responsabilité de venir gérer tous les bâtiments et ont aussi la responsabilité d'avoir plusieurs équipements à leur gestion. Donc, on parle de caméras qui vont être distribuées partout à travers le campus, un système de contrôle des bâtiments pour les accès des bâtiments, tout ce qui est sécurité incendie, tout ce qui est les sondes et les thermostats et les contrôleurs HVAC. Donc, tout ça, c'est des équipements qui nécessitent d'être raccordés sur le réseau, qui ont des besoins spécifiques. Donc, certaines solutions vont nécessiter une extension niveau 2 à la grandeur du campus. D'autres solutions vont supporter des vieux protocoles, les BACnet, les COAP. Et souvent, dans la grande majorité des cas, ces solutions-là doivent être gérées et opérées par des fournisseurs externes. OK? Donc, de quelle manière? Prochaine slide. De quelle manière que la fabrique SD Access vient aider? Bien, de un, elle vient fournir la mobilité. Donc, elle vient offrir cette extension niveau 2 là, pour les solutions que c'est requis. Elle vient offrir aussi tout ce qui est la sécurité intégrée pour la segmentation, de sorte que l'équipement, que la sécurité va suivre l'équipement automatiquement. Elle va venir faciliter l'isolation pour tout ce qui est les connexions pour les fournisseurs externes et aussi, comme on l'a mentionné tantôt, c'est la fin de la segmentation des VLAN. Donc, c'est vraiment basé sur l'identité. Et d'un point de vue opérationnel, ben, il n'y a plus de configuration des ports statiques. C'est vraiment rendu dynamique. Donc, il y a un coût et une efficacité opérationnelle à ce niveau-là. Excellent. Merci, Maxime. Passons au prochain avantage. On parle de mobilité.
Quand on pense à mobilité, on pense au sans fil, mais aujourd'hui, on va parler de comment on fait assurer aussi la mobilité pour les équipements filaires. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire dans les prochains slides. Donc, si on regarde aujourd'hui dans les déploiements traditionnels, sans SD Access, ce qu'on fait dans certains cas, c'est qu'on va commencer à passer à un système de superposé, de overlay pour être capable d'assurer une mobilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est qu'on va transiger le trafic à travers un équipement central pour permettre de faire ce genre de transition-là. Un usager A qui veut connecter à un usager B, quand il est en déplacement vers une autre borne, à travers un autre étage, on va toujours amener ce trafic vers un contrôleur central pour être capable d'assurer cette mobilité-là. Quand on voit l'expansion des réseaux de nos jours, avec les besoins de plus en plus demandants du côté sans fil, cette approche-là devient quand même assez limitative, quel que soit le type de déploiement que vous avez en place. Dans la même optique, on peut voir aussi que du côté filaire, on a aussi, donc dans ce cas-là, on monte, juste pour revenir à mon point, de contrôleur sans fil est parfois le point dans lequel on fait ce genre de centralisation de trafic. Dans certains cas, on a vu aussi le pare-feu être utilisé pour faire ce genre de centralisation de trafic. Ça devient un goulot d'étranglement. Dans la même optique, on peut faire aussi ça du côté SD Access de façon plus simple, plus efficace. Je vais expliquer à quoi ça veut dire. Dans le contexte d'avoir du niveau 3 à l'accès et de donner l'intelligence à chacun des équipements qui sont à l'intérieur d'une fabrique, on est capable maintenant de prendre des décisions plus proches de l'usager pour savoir comment il va se rendre, comment son trafic va se rendre à sa destination. Et on gère ce trafic entre les clients au niveau des commutateurs d'accès. Donc, vous avez déjà des commutateurs qui sont performants. Ces commutateurs Catalyst peuvent aller chercher cette intelligence-là avec le mode fabrique pour activer le niveau 3 puis commencer à prendre des décisions plus proches du client au niveau de la transition de trafic. On parle dans ce côté-là d'un data plane distribué, un plan de données qui est distribué dans lequel on peut assurer la mobilité sans passer tout le trafic par un point central, que ce soit un pare-feu ou un contrôleur sans fil. En permettant d'accroître aussi la performance et l'évolutivité de votre réseau de façon plus cohérente. Donc, quand on parle de cette approche-là, on assure la mobilité, quel que soit l'emplacement, on passe d'une borne à l'autre, on peut passer d'un port filaire à un autre et nos règles d'accès, vu qu'ils sont basées sur les identités, vont nous suivre au sein de ce déploiement en question. Je vais inviter mon collègue Émile aussi pour vous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans le monde de la santé avec un exemple très concret qu'on a tous peut-être vécu dans vos environnements. Donc, Émile, si tu veux nous raconter un peu le défi puis comment SD Access a pu adresser ces besoins-là dans les environnements. C'est ça. En fait, dans un environnement hospitalier, là, les moniteurs cardiaques suivent souvent le patient là, durant les déplacements. À l'écran, on voit un cas d'usage typique d'un transfert d'ambulance. La civière vient récupérer le patient. Il est mis sous monitoring physiologique. Il va être déplacé là, dans le cas qui est présenté à l'écran dans une salle de radiologie pour ensuite retourner à l'urgence en attente des résultats. Le moniteur, évidemment, doit suivre le patient en tout temps pour avoir une continuité de tracé cardiaque. Donc, l'appareil, pour faire du pouce à ce que Faisal mentionnait tout à l'heure, va suivre le patient de manière filaire, de manière Wi-Fi, avec les enjeux qui se rattachent à ça. Traditionnellement, dans un réseau là, standard, là, c'est une gestion qui peut être complexe. On a installé des prises réseau là, au niveau des chevets, où ce que la civière se trouve, souvent avec des codes de couleur, avec des configurations qui étaient manuelles, statiques sur les ports des commutateurs. On appliquait dans certains cas des OCL, selon l'emplacement de l'appareil, le type de l'appareil. Les mêmes configurations au niveau des politiques de sécurité étaient faites au niveau du contrôleur de point d'accès, ce qui faisait un dédoublement des configurations, puis une complexité là, à maintenir ça. Quand on remplaçait le commutateur, là, il fallait répliquer essentiellement l'ensemble des configurations. Retracer les câbles où ils s'en allaient, tout ça. C'est un processus qui est souvent une source d'erreur et qui demandait énormément de temps là, aux équipes TI. La prochaine slide, s'il vous plaît. Oui. Merci. Donc, avec la fabrique SD Access, là, essentiellement, toute cette complexité-là va disparaître. Il n'est plus nécessaire d'avoir des prises réseau de couleur ou bien de laisser des ports là, tout simplement actifs dans un VLAN fixe, ce qui entraîne des problèmes de sécurité bien souvent. C'est l'identité du dispositif qui va suivre, qui est reconnu automatiquement au niveau de la fabrique, que l'appareil soit en Wi-Fi ou en filaire. On est assuré d'avoir les mêmes politiques, la même posture de sécurité pour l'appareil, qui vont suivre essentiellement le trajet du dispositif à grandeur de l'hôpital.
Ce que ça fait de façon concrète, bon, ça va améliorer la posture de sécurité, bien évidemment. Ça va réduire le nombre de ports qu'on laisse avec des configurations, on va dire, statiques dans l'environnement. Ça va venir simplifier énormément la gestion opérationnelle là, des équipes TI grâce à la fabrique SD Access. Je repasse le bâton de la parole à M. Faisal. Merci beaucoup, Émile. Excellent cas d'usage. C'est sûr que c'est un cas qu'on voit souvent quand on passe d'un réseau filaire au sans fil, quand on est vraiment en déplacement. Comment répliquer les politiques de façon évolutive pour permettre à ces clients-là de se connecter un peu partout au sein des établissements? C'est là où ça devient intéressant, ce genre d'approche avec une fabrique qui comprend le client puis essaie d'adresser son besoin de communication, quel que soit l'emplacement dans lequel il se connecte. Donc, je vais récapituler un peu les avantages qu'on a vus à travers cette présentation aujourd'hui. Premier point qui était intéressant, c'est de commencer à parler de comment on simplifie le réseau. Donc, on a réduit un nombre de protocoles de façon considérable. On passe avec la simplification en premier. On n'a plus besoin d'aller s'aventurer dans différentes approches. Pas de spanning tree comme Jean-Philippe l'a mentionné tantôt. C'est sûr que ça va simplifier énormément les problématiques au niveau du réseau. Et en faisant ça, on assure que les consoles qui sont là pour faire le rôle de contrôleur SDN sont là aussi pour permettre de faire la gestion, la visibilité, le diagnostic et utiliser l'intelligence artificielle pour dépanner le réseau de façon plus cohérente. On va converger les politiques filaires et sans fil à travers un même système. On a parlé de Cisco ICE. C'est une composante intégrale pour définir ces politiques-là et essayer de les appliquer sur les réseaux filaires sans fil et VPN, comme je l'ai mentionné. On ajoute le Zero Trust, qui est quand même une continuité de ce que vous avez déjà entamé comme approche Zero Trust au niveau de votre infrastructure. Mais là, on l'a fait du côté réseau, en faisant une segmentation plus granulaire. Ça peut être une macro-segmentation pour commencer, puis aller vers la micro-segmentation avec vos besoins qui vont être définis au fur et à mesure que vous avancez dans cette approche-là. On amène de l'automatisation. Ça, c'est un point qui est intéressant aussi, dans lequel l'outil de gestion Catalyst Center de Cisco permet de créer ces configurations-là basées sur aussi une interface graphique. Donc, on n'a plus besoin de faire du CLI en long et en large pour déployer ce genre de fabrique-là. On est capable de prendre cette pratique-là puis donner des responsabilités ou des rôles aux différents équipements dans le réseau en définissant ça de façon plus intuitive avec de l'automatisation insérée dans l'équation. On a parlé aussi de la mobilité niveau 2, qui est quand même un point intéressant. On a vu des exemples dans les universités et les hôpitaux dans lesquels on peut voir ce genre de besoin venir, puis comment on peut l'adresser de façon assez efficace. La convergence entre le monde IT et OT, qui est quand même une chose que plusieurs de nos clients recherchent. Plutôt que d'avoir à déployer deux réseaux en parallèle, on pourrait commencer à déployer un seul réseau, puis utiliser la virtualisation, les VN et les SGT pour commencer à séparer ces entités-là et permettre des communications sécuritaires de bout en bout au niveau de l'infrastructure. Question pour toi, Donc, Faisal. oui. Tu mentionnais ici dans ta slide le Catalyst Center. Quoi d'autre que l'outil peut m'aider dans mon day-to-day? Une fois que j'ai mis en place une fabrique, je peux faire quoi d'autre avec ça? Avec Catalyst Center? Exactement. Oui, très bonne question. Donc, si on enlève le côté fabrique, pour les clients existants qui sont déjà avec Cisco depuis un petit bout, ils peuvent utiliser Catalyst Center comme un outil pour faire la facilité de déploiement. Donc, on utilise ce qu'on appelle du plug and play, du zero touch provisioning. C'est une fonctionnalité qui nous permet aussitôt qu'on achète un équipement, si on va le déployer, on peut utiliser Catalyst Center comme un engin pour être capable de configurer cet équipement avec le moins de configuration manuelle à pousser à travers l'environnement. Donc, on a vu plusieurs clients faire ça lorsqu'ils ont un projet de rafraîchissement du réseau ou de remplacement d'équipements désuets. Ils utilisent Catalyst Center pour automatiser ce genre de déploiement-là. Ça peut aider aussi à gérer l'inventaire et assurer la conformité des appareils qui sont connectés sur le réseau en question. Donc, si on parle de toutes les vulnérabilités ou toutes les patchs qu'il faut mettre en place, on peut utiliser Catalyst Center pour être capable de mettre à jour le réseau de façon automatisée, céduler des mises à jour à l'avance, s'assurer que tout est mis à jour avec les fonctionnalités plus avancées de faire des mises à jour tout en gardant le service actif sur les équipements. ISSU, pour les gens qui connaissent In-Service Software Upgrade. Et on peut aller plus loin dans la troisième onglet qui est intéressant, c'est toute la partie visibilité et pour les gens d'opération qui veulent utiliser ça comme un outil de diagnostic pour non seulement connecter des logs SNMP ou des syslogs, mais utiliser l'intelligence artificielle puis le raisonnement par machine pour corréler ces événements-là
et sortir une problématique sur laquelle on peut commencer à agir et trouver une solution avec des solutions qui sont données par l'outil en question. Donc, c'est un outil complet pour la gestion, l'automatisation et le diagnostic pour les opérations qu'on peut utiliser dans cette optique-là. Il n'est pas fermé, il utilise des API, puis on a quand même une panoplie de partenaires qui ont déjà utilisé ces API pour les exploiter puis complémenter la solution. Par exemple, on travaille avec des outils comme ServiceNow pour la création et l'ouverture et la fermeture de billets de façon assez automatisée à travers cette intégration-là. Et ça peut aller bien plus loin que ça, naturellement. On pourrait peut-être faire une session plus avancée pour vous expliquer les avantages de la solution Catalyst Center. Donc, par où commencer? Je vais passer la parole à Sébastien qui va vous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour adopter cette approche-là. 100%, merci Faisal. Écoute, on a fait ça dans un temps record. Là. Tant mieux, ça va donner plus de temps pour les questions. Donc, par où commencer? C'est assez simple. Comme Faisal mentionnait, il y a 3 composantes qui sont essentielles pour pouvoir amorcer cette transition-là. La première, c'est de s'assurer que les commutateurs que vous utilisez sont capables de supporter une approche SD Access. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est fort possiblement que vous avez des commutateurs de la série Catalyst 9000 au niveau de l'accès. Donc, c'est déjà un bon début. Quand je disais que ça fait quand même plus de 10 ans que ce concept-là de fabrique existe, l'enjeu, c'était que l'environnement n'était pas encore à jour. Donc là, d'un point de vue matériel, on est à jour. Donc, fort à parier que vous avez déjà coché cette case-là. L'autre élément, c'est la console de gestion, donc ce qu'on appelle Catalyst Center. Peut-être certains d'entre vous ont encore des consoles qu'on appelle Cisco Prime, des consoles de gestion centralisées. Donc, si c'est le cas, je vous invite fortement à considérer Catalyst Center, puisque Cisco Prime, malheureusement, va prendre fin dans les prochains mois. Donc, il faut amorcer cette transition-là. On va pouvoir vous aider avec ça. Donc, en ayant Catalyst Center, en ayant des commutateurs de nouvelle génération en place. Et l'autre élément qui est essentiel, c'est ICE. Donc, fort à parier que vous avez une initiative, que ce soit au niveau du sans fil, vous faites du 802.x, assurément avec ICE ou une autre solution. Pour le faire du côté filaire, c'est là où il y a quand même du travail à faire. Ce n'est pas une mince tâche, mais il faut le prendre étape par étape. Donc, je vous dirais de pouvoir utiliser un outil de 802.x au niveau du filaire, ça amène, en fait, ça va vous permettre de répondre à des exigences d'un point de vue gouvernemental. Donc, c'est assurément quelque chose sur lequel vous tablez. Mais pourquoi pas profiter de cette occasion-là pour considérer également d'entamer la transition vers SD Access. Donc, en ayant ces 3 composantes-là, vous avez ce qu'il faut pour entamer cette transition-là. L'autre élément, en fait, informez-vous. En fait, l'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est d'introduire le concept pour ceux qui n'étaient pas familiers. On est resté quand même à haut niveau. Il va y avoir des ateliers techniques qui vont suivre. Ça va avoir les détails par rapport à ça dans la prochaine slide et dans les courriels qui vont suivre. Il va y avoir des ateliers techniques Montréal-Québec. Donc, je vous invite à joindre à ces ateliers-là. Ça va vous permettre de, vous familiariser davantage, poser des questions avec les experts, puis pouvoir vous approprier le concept de SD Access. Puis finalement, ne faites pas ça tout seul. Je vous dirais, utilisez des services d'accompagnement, que ce soit ceux des services de Cisco ou ceux de ITI. Ces gens-là, nos experts techniques ont l'expertise de vous guider, de planifier, de concevoir puis de mettre en œuvre la transition vers SD Access. C'est un investissement qui est quand même important de votre côté d'un point de vue technologique, mais vous avez vu un peu les bénéfices de cette transition-là, je crois. D'être capable d'opérer un environnement sans avoir à soucier des configurations de chacun des ports. Est-ce que mes OCL sont corrects? Est-ce que j'ai suffisamment de visibilité? Ça a tous des avantages indéniables du point de vue de la fabrique SD Access. Je vous dirais, ça nécessite de prendre le temps de l'implémenter correctement. Puis voilà. N'hésitez pas à utiliser nos services d'accompagnement. Je vous parlais des ateliers techniques. Il va y avoir un atelier technique à Québec le 19 mars prochain et à Laval le 24 mars prochain. Donc, ça va être animé. Ça va être un mode capture de flag, donc un peu pour vous familiariser avec Catalyst Center. Donc, il va y avoir Francesco Molino de ITI puis Jean-Philippe Desbiens de Cisco qui vont être présents pour ces ateliers techniques-là. L'objectif, c'est
bon, on se familiarise avec Catalyst Center, puis il y aura également une démonstration d'un point de vue SD Access, d'aller un petit peu plus en détail avec SD Access, différents cas d'usage que vous allez pouvoir reproduire durant cette session-là. Donc, bref, on met à votre disposition des outils pour vous permettre de comprendre plus en détail SD Access. Je pense que c'est le temps maintenant de pouvoir amorcer cette transition-là. Tous les éléments sont en place. Donc, je vous invite à considérer cette technologie-là puisque elle va vous apporter énormément de bénéfices, autant au point de vue opérationnel qu'au point de vue de la cybersécurité. Donc, je prends une pause ici. Il nous reste à peu près 18 minutes pour les questions. N'hésitez pas, je ne sais pas si vous avez les capacités soit de les écrire ou simplement de lever la main. Bref, je vous invite à poser vos questions. C'est l'objectif d'une session comme celle-là.